Comme à chaque semaine, on accueille sur le plateau notre journaliste Camilla Rodriguez, CA. Camilla, bonjour. Bonjour. Alors, on vient tout juste d'en parler avec Monsieur Duchemin, donc tout ce qui est jardin communautaire, mais vous allez nous parler aujourd'hui du mouvement d'agriculture urbaine en général, parce on y faisait référence tantôt. Il n'y a pas juste le jardin communautaire dans l'agriculture urbaine, il y a d'autres choses aussi. Hein? Exactement. Bien, on commence l'agriculture urbaine. Qu'est-ce que c'est? L'agriculture en général, c'est d'aménager l'endroit où est-ce qu'on vit pour en tirer ce dont on va subsister. Donc, on peut parler de plantes, mais aussi d'élevage ou même de céréales. On l'a vu avec les pôles en ville, notamment dans certains arrondissements ici à Montréal. Effectivement. Ouais. À part donc, il y a l'agriculture urbaine, il y a les jardins communautaires, mais il y a aussi beaucoup d'agriculture qui se fait dans les jardins privés. Donc, 30 des Montréalais font de l'agriculture urbaine chez eux. Ça peut être aussi sur les toits, sur des jardinières, dans des serres commerciales ou communautaires. Donc, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on veut donner à notre action, mais il peut y avoir vraiment de tout pour toutes les finalités. Oui. Et j'ai déjà entendu l'expression de maraîchage urbain. Est-ce que c'est la même chose que l'agriculture urbaine? C'est juste un autre terme? L'agriculture urbaine, c'est un peu plus large. Le maraîchage, ça fait seulement référence aux plantes, donc aux légumes, aux fruits et légumes. OK. Puis, dans l'agriculture, il y a aussi l'élevage animaux, c'est pour ça. Ah, OK, d'accord. Donc, la nuance est là. C'est ça. Puis d'ailleurs, je voulais vous parler d'un exemple de maraîchage urbain, les jardins Scawanati dans Rivière-des-Prairies. Oui. Donc, ça se trouve sur le terrain du Cégep Marie-Victorin. Puis donc, c'est une plantation, donc vraiment du maraîchage urbain. Ils font des mini-marchés, donc ils peuvent vendre à la communauté. Puis, les étudiants du Cégep sont invités à participer, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment, disons, une initiative de réappropriation du quartier, parce que dans les quartiers plus excentrés, c'est parfois plus difficile d'avoir une vie de communauté, disons. C'est très orienté vers le centre tout le temps. Puis, à ce moment-là aussi, il y a une bonne partie d'éducation parce qu'on invite les cégepiens à participer. Ah, bien, c'est un très beau projet, donc, dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'est ça? On parlait tantôt du modèle montréalais des jardins communautaires, qui est un modèle qui est unique au monde par son ampleur, mais il y a d'autres exemples à l'international aussi d'agriculture urbaine qui fonctionnent, qui marchent bien. Oui. À Cuba, par exemple, pour faire une rapide mise en contexte, après la Révolution, qui est devenue communiste par la suite à Cuba, l'agriculture, même avant, se faisait beaucoup à partir des cannes à sucre, donc la culture de canne à sucre. Puis, dans ces années-là, l'alliance avec l'Union soviétique faisait que 66 à 70 des importations en termes de nourriture se faisait avec l'Union soviétique avec à Cuba. l'URSS, oui. C'est ça. Donc, 66 à 70 de ce qu'ils mangeaient venait de l'Union soviétique. Mais ça a dû causer un problème à la chute du bloc de l'Est. Effectivement. Donc, au début des années 90, ils se sont retrouvés en déficit de nourriture. Puis, c'est vraiment une initiative populaire. Donc, ça s'est fait tout seul. Les gens ont commencé ils se sont dit, moi, j'ai un peu d'espace, bien, je vais le cultiver du mieux que je peux pour subsister. Vraiment, c'était vraiment dans cet objectif-là à la base. Et les zones, parce qu'en fait, les zones urbaines étaient très dépendantes des zones rurales. Puis, quand les zones rurales n'ont pas pu, disons, fournir, c'est à ce moment-là que vraiment ça a commencé à se développer de manière plus importante dans les villes. Et j'imagine que ça a été supporté par le gouvernement cubain aussi. Oui, Pour effectivement. que ça puisse fonctionner, parce que sans intervention de l'État, ça peut pas se faire à grande échelle. D'autant plus dans un pays communiste, l'intervention de l'État arrive souvent. Donc, ça a été appuyé dans un premier temps par la municipalité, les municipalités, en fait, puis ensuite, c'est venu au national, ça s'appelait le projet MINAG. Donc, ce projet-là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il garantissait l'accès à la terre pour les gens, donc même les citadins. Puis aussi, ils organisaient des points de vente et donnaient des conseils aux gens qui voulaient cultiver leur tout petit lopin de terre. C'était vraiment à des fins d'autoconsommation, mais il y a aussi, donc, privé, donc chez la personne, mais ça se faisait aussi dans des écoles ou dans des hôpitaux. Donc, il y avait le jardin de l'hôpital ou de l'école pour subvenir aux besoins de cet environnement-là. Et en troisième temps, il y avait aussi une vente qui se faisait au public, mais les prix étaient régulés par l'État pour s'assurer qu'ils
qui ne montent pas trop pour que tout le monde puisse s'en procurer. Donc, ça leur a permis d'assurer quand même une certaine indépendance alimentaire sans devoir compter massivement sur des puissances étrangères. Exactement. Alors, Camila Rodriguez-Sea, merci d'avoir été avec nous, puis Merci. on se revoit la semaine prochaine.